l'emploi étant au cœur des stratégies de développement des villes moyennes, la formation est un pilier incontournable de leur attractivité. Le besoin des entrepreneurs de voir se développer des formations techniques à proximité, si possible, de leurs entreprises. Le souhait que les particularités et les points forts de chaque territoire soient pris en compte dans les offres de formation, ou encore celui de certains jeunes de pouvoir se former et vivre, prospérer au pays, à proximité précisément des bassins d'emploi dans lesquels ils ont grandi. Alors je voudrais commencer par vous, monsieur le recteur délégué, monsieur Bouabdallah, pour contrôler ce constat. Est-ce que vous vérifiez de votre côté, sur le terrain, donc l'importance de l'offre de formation dans l'attractivité d'une ville moyenne? J'aurais tendance à répondre oui assez facilement à votre question. Moi, je suis en fonction depuis 1 an et demi à peu près, bon, avec les petits intermèdes Covid au milieu. Mais il n'empêche que dans une région comme l'Occitanie, je suis frappé par de la part des collectivités territoriales, notamment de ce qu'on dit ville moyenne, ville d'équilibre, etc., la demande d'enseignement supérieur. On est extrêmement sollicité avec des demandes très pressantes, d'une certaine façon, d'ouvrir tel ou tel type de formation, tel ou tel type de section d'IUT, etc., etc. Donc tout ça, on l'observe, je dirais, chacun peut l'observer. Pourquoi il y a cette demande? Pourquoi il y a cette demande? Bon, il y a différentes raisons, bien entendu, elles ont été citées, vous-même vous en avez cité en grande partie. Il y a la question du fait qu'il y a une corrélation prouvée, évidente, entre la présence d'enseignement supérieur de recherche avec le développement économique d'un territoire. Des impacts en termes d'emploi, évidemment, directs, puisque c'est aussi des emplois, hein, il y a des gens qui travaillent, mais c'est des emplois aussi indirects, des emplois induits, qui sont liés à cette présence. Il y a des effets indirects liés à l'attractivité que ça procure en termes de capacité de la recherche à transférer, de la capacité de la recherche à attirer aussi des entreprises. Il y a des effets sur, je ne veux pas être trop long, hein, sur le marché du travail, à travers la formation des jeunes et voire des moins jeunes, puisqu'il y a aussi de la formation, j'allais dire continue, qui est possible, des stagiaires, etc., etc. Il y a, vous l'avez évoqué, je crois, la question de la mixité intergénérationnelle, parce que c'est aussi des jeunes qui sont sur le territoire et qui ne sont pas partie du territoire. Donc ça, c'est important. Et puis, il y a toute la question de l'aménagement urbain des villes à travers les projets, je dirais, liés à l'enseignement supérieur et à la recherche, et surtout comment on travaille en partenariat fort avec les différents acteurs qui sont partie prenante de ce sujet, et en particulier, et en premier lieu, les établissements universitaires. Les établissements, c'est eux qui vont déployer les formations, c'est eux qui vont déployer leurs enseignants-chercheurs, etc., etc. Donc, c'est un élément essentiel du puzzle. Mais c'est un puzzle. Donc, parce que les établissements eux-mêmes, tout seuls, ne pourront pas faire grand-chose non plus. Et la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que dans une ville moyenne, on veut donner accès à une offre finalement généraliste et faciliter l'accès à ces formations, ou au contraire, miser sur la spécialisation? Je voudrais donner la parole à monsieur le vice-président Delpech, précisément pour vous entendre nous présenter les choix de Cahors, précisément, de privilégier, me semble-t-il, une logique de niche mettant en valeur les spécificités, et notamment les spécificités industrielles du territoire. Pour quelle raison la démarche est extrêmement complexe pour une ville moyenne? Si on se place du côté de la métropole, les universités, les 3 universités importantes, plus les grandes écoles, sont déjà présentes sur le territoire. Donc il n'y a pas de réflexion, de démarche particulière pour se demander quelle formation on va ouvrir sur le territoire, puisque les universités et les grandes écoles s'en occupent elles-mêmes. Alors que pour la ville moyenne, c'est finalement tout l'inverse.
Et on doit passer aussi par une série de filtres. Et ces filtres, c'est d'abord essayer de trouver les partenaires, comme l'a dit le recteur Bouabdallah. Il faut passer donc cette série de filtres. Il faut un pré-diagnostic. Ensuite, il faut un diagnostic qui soit partagé avec les universités essentiellement. Et il faut convaincre la bonne université d'ouvrir ou d'implanter une formation sur le territoire. Et ce qui nous a le plus aidé dans notre démarche de développement, finalement, c'est quand la région, qui a été le partenaire essentiel, pour l'université, c'est le schéma régional enseignement supérieur et recherche. Il n'y avait pas encore le I qui fait le lien avec l'économie en 2011. Et c'est avec l'équipe de la région qui a réussi à asseoir finalement ce qu'on appelait assez pudiquement les sites ou les sites universitaires en région. Aujourd'hui, on est devenu des villes universitaires d'équilibre. Il faut qu'on développe notre propre génie, si vous voulez, entre guillemets. Et on est parti d'abord de l'étude de l'existant. Qu'est-ce qu'on avait déjà sur notre territoire comme existant ? Monsieur Cross, à Angoulême, vous avez également donc adopté une stratégie très forte de différenciation territoriale. Pouvez-vous nous expliquer la force du modèle de Magélis autour du pôle image et de la façon dont ce positionnement vous permet aujourd'hui d'attirer des étudiants de toute la France ? C'est vrai qu'on a créé sur Angoulême un pôle image qu'on a appelé Magélis. Il est important de rappeler sa structure juridique. C'est un syndicat mixte. Et c'est un syndicat mixte qui existe depuis 23 ans, dans lequel on retrouve le département de la Charente, qui est le premier financeur de ce syndicat mixte. On retrouve la région Nouvelle-Aquitaine, on retrouve la ville d'Angoulême et l'agglomération d'Angoulême. Je pense que c'est assez rare pour être signalé qu'on retrouve les 4 collectivités se présentes sur un territoire au sein d'un même projet. Et je pense que la première force de Magis, ça a été ça. Ça a été de dire, OK, on se met tous ensemble et on construit ce pôle image. La formation a toujours été considérée comme centrale chez nous. Faire du jeu vidéo, faire de l'animation, tourner un film, ça demande une main-d'œuvre spécialisée. Voilà, il faut des gens très pointus dans leur domaine. Et on a toujours considéré que si on voulait se développer, il était nécessaire d'avoir de la formation. Et donc, ça fait 23 ans qu'on discute avec les entreprises et on essaie de répondre systématiquement à leurs besoins. Soit au travers de formations publiques, soit au travers de formations privées. C'est aussi une des particularités de notre campus. Donc voilà, on a vraiment cette volonté de faire en sorte que les métiers que l'on développe trouvent des formations sur le territoire et faire en sorte qu'il y ait des passerelles en permanence entre les écoles et les entreprises et entre les écoles. Et on essaie de travailler tous ensemble pour faire en sorte que ce campus se structure. Donc, les écoles nous ont dit que ça serait bien. On commence à avoir des soucis de pression sur l'immobilier. Donc, Magélis a construit une résidence de 63 logements étudiants qu'on a confié derrière au Crous qui gère cette résidence. Donc, nous, on touche un petit loyer du Crous. On a parlé de restauration. Donc, là aussi, on a travaillé avec le Crous. On a construit un restaurant universitaire ouvert à toutes les écoles de l'image, évidemment, et on a mis à disposition, pour le coup, le bâtiment au Crous, qui gère donc un restaurant universitaire sur place. On est en train de travailler sur un centre de documentation commun à toutes les écoles. Donc, ça fait partie des prochains investissements qui seront faits par Magélis. Et donc, on a créé une association qui regroupe tous les étudiants de toutes les écoles, enfin tous les étudiants qui veulent, évidemment, de toutes les écoles. Donc, on les fait travailler ensemble et on fait en sorte qu'ils puissent avoir des actions communes, allant du sport, évidemment, mais aussi de ce qui les réunit le plus facilement. Pour tous ceux qui se souviennent, il y a quelques années, c'est tout simplement de leur donner un lieu pour qu'ils puissent faire des soirées. Et qui fait que voilà, ils se parlent, ils échangent. On a créé avec les entreprises une bourse. Donc on a un budget de 100 000 € qui est financé à 90% par les entreprises locales pour aider les étudiants qui seraient en difficulté face à ces frais de scolarité. Donc voilà, moi j'insiste beaucoup sur cette passerelle-là entre les entreprises et les écoles, et entre les écoles, parce que c'est, je pense, le fait que
tout ça se parle, que les gens échangent et qui fait qu'on arrive à grossir un petit peu tous ensemble. Alors, en plus, on a eu la chance de bénéficier évidemment de l'arrivée des nouvelles plateformes, Netflix, Amazon, etc., qui sont en train de faire exploser positivement le tissu entrepreneurial local. Je voudrais donner la parole à Madame Thoraval parce que pour parler de campus connectés, donc de l'un des outils finalement de la réalisation de cette ambition, il compose un réseau de 89 tiers-lieux qui ont été récemment labellisés, répartis sur tout le territoire français. Et j'aimerais vous demander, Madame, qui en avait monté un donc à Romans-sur-Isère, à quel besoin il vous semble répondre et à qui il s'adresse? Merci. Alors tout d'abord, avant d'être labellisé Campus Connecté, nous avions fait une démarche qui avait pour objectif de lutter contre le décrochage scolaire, puisqu'on se rendait compte que dans les jeunes qui avaient le bac, lorsqu'il s'agissait de choisir des études, eh bien, il y avait un frein dans le choix qui était le leur. Ce frein était lié aux moyens financiers notamment, pour pouvoir choisir une formation. Et finalement, ils faisaient un choix par défaut sur le pôle universitaire ou la ville universitaire qui était la plus proche. Et finalement, lorsque c'est un choix par défaut, quel que soit le domaine, ce n'est pas un bon choix. Donc généralement, on constatait un décrochage scolaire post-bac qui finalement conduit à des jeunes qu'on retrouvait au chômage ou avec des difficultés d'insertion professionnelle. Donc notre première motivation a été de dire il faut qu'on donne la possibilité à ces jeunes de pouvoir choisir la formation qu'ils souhaitent et qui correspondent à leur projet professionnel. Ensuite, nous avons candidaté sur cet appel à projet Campus Connecté, pour lequel nous avons été retenus, ce qui fait que ça permet à des jeunes de notre territoire, Romans est une ville de 35 000 habitants, de pouvoir choisir parmi 3500 formations qui vont du BTS jusqu'au master et de ne plus avoir ce conditionnement qui est lié à la proximité de la formation par rapport aux moyens qui sont les leurs. Nous l'avons financé principalement par le biais du mécénat puis de l'État qui intervient notamment au travers d'une dotation. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est en train d'opérer une certaine forme de mutation qui va venir rejoindre ce qui se disait tout à l'heure dans la précédente table ronde, c'est-à-dire que notre objectif au départ était de lutter contre le décrochage post-bac et finalement, nos mécènes aujourd'hui, au début, ils faisaient du mécénat puisque ça rentrait généralement dans la politique RSE qui était la leur. Et puis finalement, ils sont allés un petit peu plus loin et ils ont dit franchement, on aimerait que ces formations aussi aient avoir un droit de regard ou un droit de proposition, une possibilité de proposition pour avoir des formations plus techniques, mais qui soient en lien avec les compétences qui nous font défaut sur notre territoire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est sur un deuxième mouvement et ça va extrêmement vite parce que tout cela s'est opéré en moins de 18 mois. Donc deux objectifs, lutter contre le décrochage scolaire post-bac et la deuxième, venir apporter et contribuer à développer des formations et à convaincre aussi les jeunes et à les initier sur des formations qui sont pourvoyeuses d'emploi d'un point de vue local, ce qui nous permet de garder nos jeunes sur le territoire. Je voudrais maintenant donner la parole à Madame Soldano pour évoquer finalement les qualités propres, je dirais qu'il s'agisse d'atouts ou de handicap, donc de ces villes moyennes. Vous les avez étudiés précisément, les liens entre universités et villes moyennes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire précisément de ce qu'elles représentent et de quelle forme d'attractivité où elles bénéficient auprès des étudiants par rapport aux grandes villes universitaires? Alors, les atouts, et ce qui peut rendre attractif une ville moyenne, ça a été évoqué, je dirais, déjà en trame dans les différentes contributions. Moi, j'en vois deux, pour synthétiser un petit peu. On a bien sûr les aspects qualitatifs qui sont très largement mis en avant, y compris par les décideurs locaux. Mais ce sont des atouts réels, taille des campus, qualité des bâtiments, qualité des équipements. Il ne faut pas oublier également des encadrements de proximité, puisqu'il y a moins d'étudiants encadrés, il y a quand même le personnel en face. Les services rendus aux étudiants, qui sont quand même un facteur d'attractivité fort. Et puis, de manière plus subjective, un cadre de vie qui est perçu comme étant plus qualitatif par rapport à la grande ville. Et puis, il y a un aspect qu'il ne faut peut-être pas oublier, du point de vue des familles.
c'est l'aspect financier du coût des études. C'est vrai que faire ces études dans une ville moyenne de moins de 50 000 habitants, par exemple, est moins coûteux que d'aller faire ses études à Toulouse, ne serait-ce qu'en termes de loyer. Et puis, plus généralement, il ne faut pas oublier ce qu'est un jeune. Un étudiant, c'est d'abord un jeune, notamment quand c'est des primo-entrants. Ils ne constituent pas un public captif. Ce sont des jeunes qui sont en marche vers leur autonomie, vers la vie d'adulte, qui ont envie de faire leurs propres expérimentations. Et l'entrée dans une formation post-bac, quelle qu'elle soit, est pour eux un temps de rupture familiale, un temps de décohabitation familiale. Et on le sait dans nos études sur la sociologie de la jeunesse, les 2-3 premières années universitaires, puisque moi je suis plus spécialiste des questions universitaires, ce sont les temps d'apprentissage à la vie adulte. Et finalement, le projet de formation peut arriver un petit peu en retrait, l'important étant de décohabiter et apprendre à se débrouiller tout seul. Et ça, quand on reste, bien sûr, localement, c'est plus difficile. Sans compter, il ne faut pas le nier non plus chez les jeunes, l'attractivité pour les métropoles. Ça reste malgré tout, il y a l'amnénité des grandes villes avec peut-être des choses très fantasmées du point de vue des jeunes sur les services, etc. Mais souvent, on a des allers-retours. On part faire une première année dans une grande ville, et puis comme on a une offre de formation à peu près équivalente à proximité, on revient à proximité parce qu'on se rend compte que la grande ville, c'est quand même difficile quand on a 18 ans et qu'on sort du lycée.